Bien, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce deuxième cours en ligne donc de droit administratif. Je vais voir ce qu'on aura le temps de faire aujourd'hui donc sur la dernière question de ce cours qui sera donc la question de la responsabilité de l'administration. Question qui, comme celle de la police administrative, sera très vraisemblablement de très grande actualité à brève échéance puisque la question de la responsabilité donc en particulier de nos décideurs publics, sera très vraisemblablement abordée, de même que celle des dommages et de la réparation des dommages, en particulier pour les soignants qui auront été exposés au virus, vraisemblablement sans masque et sans moyen de protection. Donc il va se poser des questions évidemment de responsabilité assez importantes. Alors, sans rentrer dans ces questions qui ne manqueront pas de se poser, donc on commence le dernier chapitre de ce cours, le chapitre 2, consacré donc au recours en responsabilité, donc qui est dans cette partie du cours en tant qu'exemple donc d'un contentieux, d'un plein contentieux subjectif. Donc c'est-à-dire un contentieux dans lequel le juge donc administratif en réalité se prononce donc toujours sur une demande d'indemnisation des préjudices qui a été faite à l'administration. Donc concrètement, quand on engage la responsabilité de l'administration, comment ça se passe? Vous allez voir l'auteur du dommage ou celui, on y reviendra, que vous pensez être tenu de réparer les dommages qui vous ont été causés. Alors en lien avec une faute de l'administration ou pas, puisqu'il y a des systèmes de responsabilité sans faute, on va le voir. Et donc vous demandez la réparation d'un certain nombre de dommages, donc de préjudices. Donc de toute façon, pour engager la responsabilité de l'administration, il faut que vous ayez, vous, subi donc un dommage. On reviendra donc sur les conditions de ce dommage, mais c'est ça l'idée. Donc vous allez demander à l'administration une indemnisation. Donc c'est ce qu'on appelle une décision préalable obligatoire. Donc vous lui demandez de réparer tel ou tel préjudice, et puis vous lui demandez une somme d'argent, en général. Et donc, le plus souvent, alors il peut arriver qu'elle accepte ou qu'elle vous donne un petit peu plus ou un petit peu, enfin plutôt un petit peu moins que ce que vous demandez. Mais le plus souvent, moi, elle va refuser de réparer le dommage et en particulier de vous donner la somme d'argent que vous demandez. Donc dans ce cas-là, vous pouvez attaquer la décision de l'administration, alors qui peut être une décision implicite, si l'administration ne vous répond pas, je crois, dans les 2 mois, on considère qu'elle refuse de réparer, ou la décision qui ne vous convient pas, puisque par exemple vous avez demandé 10 000 € et on vous en donne 5 000, donc ça ne vous va pas du tout. Donc vous attaquez toujours en réalité une décision de l'administration qui porte sur l'indemnisation d'un préjudice. Voilà. Donc concrètement, c'est comme ça qu'on fait. Et en réalité, pourquoi est-ce que les pouvoirs du juge sont considérés comme beaucoup plus importants dans le contentieux de la responsabilité que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, par exemple? Parce que le juge va pouvoir à peu près tout faire sur cette décision de l'administration. Donc il va pouvoir augmenter le montant, ne rien accorder du tout. Bref, il a une espèce d'énorme pouvoir, vous voyez, pour déterminer si la responsabilité de l'administration est engagée. Et vous faites attention, ce n'est pas un contrôle de légalité. Ce n'est pas un contrôle de légalité, donc ça vise vraiment à se prononcer sur l'indemnisation, donc des dommages qui ont été causés, et par le biais donc de mécanismes de responsabilité. Le juge détermine si oui ou non la responsabilité de l'administration peut être mise en cause, et lorsqu'elle peut l'être, il évalue en argent le préjudice. Voilà. Donc c'est ça le contentieux de la responsabilité. Et la responsabilité de l'administration, elle peut être mise en cause dans 2 grands cas, donc il faudra sous-détailler, mais pour faute ou sans faute. Voilà. Donc c'est ça en gros les grandes idées de la responsabilité de l'administration, et c'est pour ça qu'on parle d'un plein contentieux subjectif, plein contentieux parce que le juge a des pouvoirs très importants de réformation, si vous voulez, même de la décision de l'administration initiale qui porte sur la demande d'indemnisation, et puis c'est subjectif parce qu'on n'est pas dans du contrôle de légalité. On n'est pas dans du contrôle de légalité, on est dans le droit à indemnisation, on vérifie que les conditions de l'indemnisation, donc devant le juge c'est la responsabilité, les conditions de la responsabilité, sans faute ou pour faute, sont remplies. Voilà.
Donc, on appelle le contentieux de la responsabilité un plein contentieux subjectif. Alors, le droit de la responsabilité publique, c'est en réalité, d'un point de vue historique sur la construction du droit administratif, c'est intéressant parce que, vous le savez, et bon, on y arrive très tard finalement, mais l'arrêt Blanco, enfin, la boucle est bouclée avec le début du cours d'une certaine manière, hein, l'arrêt Blanco est un arrêt rendu en matière de responsabilité. Donc, un des premiers grands arrêts du droit administratif qui forge la construction d'un droit administratif autonome par rapport au droit privé et qui justifie par ailleurs cette construction, c'est un arrêt rendu en matière de responsabilité. Rappelez-vous, c'est l'accident d'Agnès Blanco, donc, qui est blessée par un wagonnet des manufactures de tabac, qui à l'époque sont publics, appartiennent à l'État, et qui perd une jambe. Donc, il y a une question de responsabilité pour l'indemnisation de ces dommages. Et donc le tribunal des conflits va dire que le juge administratif est compétent pour pour traiter cette question de la responsabilité de l'État, mais avec des règles particulières. Et donc, d'une certaine manière, la naissance du droit administratif est en lien quand même avec l'émergence de cette responsabilité de la puissance publique. Alors aujourd'hui, le droit de la responsabilité, il est parfaitement, donc c'est une des grandes branches du droit administratif, et les recours en responsabilité, en particulier en matière de responsabilité médicale, se sont multipliés. Donc pas seulement en matière de responsabilité médicale, mais ça a beaucoup contribué, si vous voulez, à l'importance très grande du droit de la responsabilité publique. Et donc il y a une étude récente du Conseil d'État, donc ce sont les études annuelles du Conseil d'État, donc intitulée Responsabilité et socialisation du risque, qui donc explique cette montée en puissance, si vous voulez, du droit de la responsabilité publique. Alors ça résonne quand même, vous allez voir cette citation très fortement avec l'actualité, donc on verra qu'il y aura un certain nombre de recours en responsabilité pour les gens qui auront subi des dommages en lien avec la contamination du coronavirus. C'est une certitude, et pas seulement les soignants. Parce que, vous le savez, dans les EHPAD, la situation est absolument, dans certains EHPAD en tout cas, la situation est catastrophique. Et donc, on se posera la question des mesures qui ont été prises éventuellement trop tard, peut-être aussi pour éviter ce type de situation catastrophique. Alors, qu'est-ce que le Conseil d'État nous disait en 2005 ? Le Conseil d'État nous disait « Notre société refuse la fatalité. Elle se caractérise par une exigence croissante de sécurité. Cette exigence engendre la conviction que tout risque doit être couvert, que la réparation de tout dommage doit être rapide et intégrale, et que la société doit, à cet effet, pourvoir non seulement une indemnisation des dommages qu'elle a elle-même provoqués, ça c'est plutôt l'administration, mais encore de ceux qu'elle n'a pas été en mesure d'empêcher, voilà, donc là on est en plein coronavirus, ou dont elle n'a pas pu prévoir l'occurrence. Donc vous voyez, c'est très très loin, c'est-à-dire c'est même des choses qu'on ne peut pas prévoir. La société n'accepte pas qu'on ne répare pas les dommages que cette chose-là cause. Donc c'est l'idée de la société qui ne supporte pas finalement que certains risques ne soient pas couverts. Alors ça explique donc cette citation issue du rapport public du Conseil d'État de 2005, ça explique finalement que le régime de la responsabilité publique est connu depuis l'arrêt Blanco, et depuis même avant l'arrêt Blanco, une très forte mutation, puisque on est passé en réalité d'un système d'irresponsabilité totale de l'État, donc l'État causait des dommages, il n'y avait presque aucun régime de responsabilité permettant d'engager sa responsabilité. Voilà. Donc, vous subissiez un dommage du fait d'une activité administrative ou d'un agent administratif dans l'exercice de ses fonctions, pas d'indemnisation, c'est l'État, il n'y a pas de responsabilité administrative. Voilà. Donc, cette irresponsabilité de l'État, elle est très bien résumée par une citation de Laferrière, donc selon laquelle le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation. Donc, sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation, ça veut dire
pas de responsabilité. La compensation, hein, ici, c'est l'indemnisation, d'accord, donc pas de responsabilité. Donc on est passé d'un ordre juridique, si vous voulez, où il n'y avait aucune responsabilité administrative, à l'admission donc dans ce fameux arrêt Blanco donc du tribunal des conflits. Vous faites attention, c'est pas un arrêt du Conseil d'État. Donc l'arrêt du tribunal des conflits Blanco de 1873, où donc on a eu l'admission, de la responsabilité de l'État. Mais vous faites attention. C'est une responsabilité pour faute, initialement, bien sûr. Il n'y a pas de responsabilité sans faute au départ, hein, dans l'histoire de la responsabilité de l'administration. Donc on commence par une responsabilité pour faute, et c'est une responsabilité pour faute lourde. Hein, donc pour une faute, vraiment, entre guillemets, on va simplifier, mais très grave, d'accord. C'est pas n'importe quelle faute, en plus, qui permet d'engager la responsabilité de l'État dans les premiers systèmes de responsabilité pour faute. Ce sont les fautes graves. Les fautes lourdes. Hein. Donc, au départ, on a, si on schématise, hein, alors c'est pas exactement comme ça, mais si vous voulez, on a d'abord un système d'irresponsabilité de l'État, puis se construit un système de responsabilité pour faute, et enfin, on aura des systèmes de responsabilité sans faute, d'accord? Donc, l'idée de la construction, mais c'est schématique, hein, on verra que c'est pas exactement linéaire comme ça, mais ça vous permet de comprendre. L'idée de la construction de la responsabilité administrative, c'est qu'on ne passe pas du tout, on ne passe pas de rien, c'est-à-dire un système d'irresponsabilité de l'État, à tout. Une espèce de responsabilité qui pourrait être engagée très facilement, d'accord? Donc c'est progressif et bien évidemment, au départ, hein, la responsabilité administrative est vraiment très autonome par rapport à la responsabilité civile. Donc, en gros, on accepte d'engager la responsabilité, enfin, le tribunal des conflits reconnaît, si vous voulez, une possibilité d'engager la responsabilité de l'État, mais de manière très stricte et très encadrée. D'accord? Pourquoi? Pour ne pas affaiblir, là encore, l'État. Parce que si n'importe quelle faute de l'État, n'importe quelle action après de l'État qui cause un dommage, peut permettre d'engager la responsabilité de l'État, et donc donner lieu à une indemnisation des préjudices, ça va coûter très cher à l'État, et puis l'État ne va plus rien faire. L'État ne va plus rien faire. Si vous savez que n'importe laquelle de votre action, y compris des actions parfois un peu risquées, peut donner lieu, peut permettre d'engager votre responsabilité et vous coûter très cher, qu'est-ce que vous faites? Vous ne la faites plus, cette action. Et y compris en matière médicale, on y reviendra. Donc il faut trouver un espèce d'équilibre, c'est toujours pareil, hein, entre la protection de l'intérêt général, qui veut que l'État puisse agir quand même sans trop de contraintes, et d'autre part la protection des victimes ici, puisque il y aura éventuellement des victimes du fait de cette action ou de cette inaction de l'État. Donc pour ce qui concerne la crise du Covid-19, on sera plutôt, à mon avis, sur le terrain de la carence fautive de l'État, puisque l'inaction aussi est sanctionnée au titre de la responsabilité. En particulier, je pense, pour l'absence de matériel de protection suffisant des soignants. Voilà, et donc dans les hôpitaux publics, ça sera, donc ceux de l'assistance publique, ce sera de la responsabilité administrative de l'État, donc, d'accord? Voilà. Alors, au départ, donc, je vous l'ai dit, avant l'arrêt Blanco, on avait une irresponsabilité de l'État. Et dans l'arrêt donc Blanco, le tribunal des conflits admet une possibilité d'engager la responsabilité de l'État, mais il reconnaît donc une responsabilité administrative qui est autonome, donc qui ne répond pas aux mêmes règles que la responsabilité civile, spécifique et profondément différente de la responsabilité qu'on peut engager donc depuis très longtemps en droit civil. D'accord? Alors, il y avait quelques exceptions au principe d'irresponsabilité de l'État, je ne rentre pas dedans, mais globalement, avant l'arrêt Blanco, il n'était presque pas possible, si vous voulez, d'engager la responsabilité de l'État devant le juge administratif ou équivalent. Donc voilà, j'ai mis les exceptions dans le cours, vous pouvez les regarder. Il y avait des exceptions donc, pour la réparation des dommages causés par des travaux publics, puisque en général, c'était des dommages assez importants. Et puis, il y avait aussi une responsabilité civile, vous voyez, mais qui n'avait rien à voir avec une responsabilité administrative
pour la gestion du domaine privé. Donc la seule véritable exception, je dirais, c'était celle de la loi du 28 Pluviose en 8, pour la réparation des dommages causés par des travaux publics qui pouvaient être portés donc devant les conseils de préfecture, qui sont les ancêtres des tribunaux administratifs. Donc ça, c'était une responsabilité administrative. Voilà. Pour faute, en réalité, puisque c'est une responsabilité pour faute. Je ne rentre pas dans les détails de la responsabilité pour dommages de travaux publics. Ce sont les joies du cours de droit administratif des biens de L3 normalement. Voilà. Mais c'était la seule exception en réalité, qui existait. Alors, la consécration donc, par l'arrêt Blanco de cette responsabilité autonome par rapport à la responsabilité civile, qui va fonder toute la spécificité du droit administratif et donc son exorbitance. Donc pourquoi est-ce qu'on consacre ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que en réalité, si on avait appliqué le code civil à l'action de l'administration, ça aurait été très problématique pour cette action, parce que ça aurait été trop favorable aux victimes, d'accord? Donc l'idée, et notamment en exigeant au départ une faute lourde, c'était donc que la responsabilité publique puisse jouer en faveur de l'administration pour ne pas paralyser l'action administrative. Parce que si vous passez d'un système d'irresponsabilité totale à un système de responsabilité qui peut être très facilement mis en cause, donc des condamnations de l'administration à réparer des dommages très fréquentes et puis à des sommes éventuellement lourdes, parce que comme l'administration elle a des gros moyens, elle peut causer de très lourds préjudices. Donc ça a un coût pour les finances publiques et puis ça peut, je vous l'ai dit, à terme paralyser l'action de l'administration. Donc au départ, on exige une faute lourde, une faute lourde. Et il y a, pendant encore un certain nombre d'années, un certain nombre d'activités, donc des activités à risque, on va dire, où le principe d'irresponsabilité de la puissance publique est encore applicable. Donc par exemple, pour les fautes commises par les services de police, jusqu'en 1905 quand même, donc, vous voyez c'est assez tard, il y a un principe d'irresponsabilité de la puissance publique. D'accord ? Et en 1905, donc dans un arrêt Tomasco-Greco, le Conseil d'État abandonne le principe d'irresponsabilité de la puissance publique, donc y compris dans le cadre de ces services donc publics à risque, notamment le service de police. Voilà. Et dans ses conclusions, donc sous l'arrêt Tomasco-Greco, Romieux nous dit que toute erreur, toute négligence, toute irrégularité n'entraîne pas nécessairement la responsabilité pécuniaire de la personne publique. Donc vous voyez, c'est l'idée que c'est une responsabilité pour faute déjà, et puis pour faute lourde, donc il le dit ensuite, il appartient au juge de déterminer dans chaque espèce s'il y a une faute caractérisée du service, de nature à engager sa responsabilité. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la définition de la faute lourde. D'accord ? C'est la définition de la faute lourde, et Romieux poursuit, et de tenir compte à cet effet tout à la fois de la nature de ce service, donc ça c'est, est-ce que c'est un service public qui est difficile à mener, est-ce que ça ressemble à un service qui peut être mené par des particuliers, etc. Bon, pour le service public de la police, non, et puis il y a l'utilisation d'armes, donc par définition c'est plus risqué. Donc nature du service, aléas, difficultés qu'il comporte, de la part d'initiative et de liberté dont il a besoin, en même temps que de la nature des droits individuels intéressés. Donc, avec cette citation, pourquoi j'ai mis cette citation dans le cours? Ça vous montre bien que c'est un système de responsabilité qui est admis, certes, parce qu'il faut réparer quand même certains dommages lorsqu'ils sont causés par des fautes lourdes en particulier, mais c'est un système, vous voyez, très limité. C'est un système très limité, et donc c'est l'exigence initiale d'une faute lourde, autrement dit une faute caractérisée du service, de nature à engager sa responsabilité. Voilà. Donc, c'est pas n'importe quelle faute, n'importe quelle irrégularité qui pourra entraîner la responsabilité pour faute initialement exclusivement de l'administration. Alors, ensuite, si vous voulez, tout au long du XXe siècle,
les règles du droit de la responsabilité publique ont évolué et dans un sens bien évidemment qui est toujours, même si ça reste difficile d'obtenir la condamnation de l'administration, enfin d'obtenir l'engagement de la responsabilité de l'administration devant les tribunaux, et puis surtout l'évaluation des préjudices est quand même très basse, mais au fur et à mesure, si vous voulez, il y a eu donc une évolution des règles de responsabilité administrative qui donc a fait que ces règles sont moins favorables à l'administration et qu'elles se distinguent moins de la responsabilité privée. Alors elles gardent bien évidemment une certaine spécificité, en particulier pour ne pas paralyser l'action administrative, mais on va dire que l'autonomie de la spécificité de la responsabilité de l'administration peut être aujourd'hui relativisée parce que d'une certaine manière, elle se rapproche de certains mécanismes de responsabilité civile, d'accord, enfin, de responsabilité en droit privé. Alors, la condition, donc il y a 4, si vous voulez, facteurs de rapprochement, en gros, des systèmes de responsabilité, donc civile et administrative. On ne parle pas de droit privé et de droit administratif. Donc, premier facteur de rapprochement, la condition de la faute lourde a progressivement été abandonnée par le juge administratif et aujourd'hui, il y a vraiment quasiment plus, si vous voulez, de services publics ou de mission de l'administration où une faute lourde est exigée. Donc progressivement, la faute lourde a décliné dans le droit de la responsabilité administrative et une faute simple suffit, donc dans les systèmes de responsabilité pour faute, voire parfois aucune faute n'est plus exigée, donc on verra qu'est-ce qui remplace la faute quand même, parce que il y a des éléments, ce qu'on peut appeler un élément d'anormalité en un seul mot, qui va remplacer l'exigence de la faute. Donc il y a aujourd'hui des systèmes de responsabilité sans faute, il y en a beaucoup, donc qui ont été reconnus par le juge administratif tout au long du XXe siècle. Donc vous voyez, l'idée c'est que d'abord irresponsabilité, ensuite responsabilité pour faute lourde, ensuite faute simple, et puis plus de faute. Plus de faute. Alors bien sûr, remplacé par un autre élément, ce que professeur Fatome appelait un élément d'anormalité, et ce que moi aussi je reprends comme tel. Voilà, donc premier élément, abandon de la faute lourde et parfois de la faute tout court. Deuxième élément, il y avait une divergence de jurisprudence qui était quand même très problématique en termes d'égalité entre les justiciables, donc entre les juridictions administratives et les juridictions civiles, puisque la jurisprudence, donc le Conseil d'État refusait d'indemniser la douleur morale, donc le préjudice moral, autrement dit le chagrin. Donc c'est la grande idée sur laquelle les larmes ne se monnaient pas. Et le fondement, qui est parfaitement péremptoire, c'était que la douleur morale, n'étant pas appréciable en argent, ne constitue pas un dommage susceptible de donner lieu à réparation. Donc ça, c'était la position du Conseil d'État jusqu'en 1961. Et cette position était différente donc de celle des tribunaux judiciaires qui acceptaient donc depuis la fin du XXe siècle de réparer le préjudice moral. Alors, le préjudice moral aujourd'hui est tout à fait réparé, bien sûr, mais jusqu'en 1961 quand même devant le Conseil d'État, pas de réparation du préjudice moral. Alors, le Conseil d'État donc fait un revirement de jurisprudence en 1961 et abandonne donc cette théorie surannée selon laquelle les larmes ne se monnaient pas. Donc surannée, ça veut dire complètement désuète, donc accepte de réparer les préjudices, y compris moraux, et donc de les réparer en argent. Voilà. Alors c'était une solution qui était une divergence de jurisprudence qui était quand même très problématique parce que, notamment en matière de responsabilité médicale, il y a des contentieux pour l'AP-HP, donc les hôpitaux d'assistance publique, qui relèvent donc les accidents médicaux, par exemple, ou les préjudices corporels et moraux qui peuvent résulter de fautes médicales. Ça, quand ça allait devant le juge administratif, on ne réparait pas la douleur morale, et puis quand ça allait devant le juge judiciaire, on le réparait. Donc vous voyez, il y avait une rupture d'égalité entre les justiciables qui était parfaitement injustifiée et injustifiable, et donc le Conseil d'État l'a abandonné quand même assez tardivement, en 1961. Ce qui montre au passage que, vous voyez,
le Conseil d'État était quand même réticent à s'aligner sur la réparation des préjudices moraux sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Là encore parce que ça protège les finances publiques. Hein, ça protège les finances publiques, vous n'indemnisez pas les préjudices moraux, donc ça vous coûte moins cher que de les indemniser. Donc c'était une protection, là encore, une règle, si vous voulez, une autonomie de la responsabilité administrative dans laquelle on ne réparait pas le préjudice moral, donc qui était justifiée là encore par une protection de l'administration, en particulier des deniers publics. Alors, avant-dernier facteur de rapprochement des systèmes de responsabilité donc administrative et privée, donc c'est l'évolution du droit de la responsabilité publique sous l'influence donc de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc en réalité, les droits se sont rapprochés, et notamment donc parce que il y a eu une espèce d'homogénéisation qui s'est faite sur certains régimes de responsabilité par l'influence donc de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors c'est notamment le cas de l'engagement de la responsabilité de l'État, donc qui est une responsabilité administrative, sur le fondement donc du droit pour les justiciables à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Et là, si vous voulez, c'est une responsabilité donc de l'État, du fait du service public de la justice, vous voyez, mais du fait du service public de la justice, quels que soient en réalité les juges. Hein. Donc là, peu importe en réalité que votre affaire ait été jugée par une juridiction judiciaire ou par une juridiction administrative, c'est un système de responsabilité unifié, d'accord. Bon, à mon sens, c'est un système de responsabilité pour faute, puisqu'il y a une méconnaissance du droit à être jugé dans un délai, du droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Donc c'est une responsabilité qui est reconnue par l'arrêt ministre de la Justice contre Magira, donc en 2002, par le Conseil d'État. Donc vous voyez ici, quel que soit finalement l'affaire, en quelque sorte, traitée par l'ordre judiciaire ou l'ordre administratif, c'est une responsabilité donc administrative donc fondée sur la méconnaissance finalement d'un droit reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme. Et enfin, dernier facteur de rapprochement, il y a eu donc des textes de loi qui sont venus fixer des régimes spéciaux de responsabilité. Alors, j'en donnerai quelques exemples, notamment pour les accidents de la route, les accidents du travail aussi, les accidents médicaux également. Donc l'idée de ces textes, c'était de protéger finalement quand même les victimes. Et donc, quel que soit, si vous voulez, le contentieux dont ça relève, devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire, c'est le même régime de responsabilité qui s'applique, c'est un régime législatif. Et donc là, c'est exactement les mêmes principes qui sont appliqués par les deux juges, peu importe qu'on soit dans un litige administratif ou un litige privé. Voilà. Donc les droits, en réalité, se rapprochent. Les droits des responsabilités, si on veut, donc la responsabilité privée classique au sens du Code civil, et puis la responsabilité de l'administration, telle que démarrée par l'arrêt Blanco. Donc tout ça, ça se rapproche. Donc il y a une perte, si vous voulez, d'autonomie de la responsabilité administrative, donc qui, à certains égards, se rapproche de la responsabilité de droit privé. Mais la responsabilité administrative présente quand même encore un certain nombre de spécificités. Pourquoi? Et là, on en revient toujours au même. C'est un peu comme l'histoire du service public industriel et commercial. Le service public industriel et commercial, il ressemble à une activité industrielle et commerciale, mais il n'est pas totalement une activité industrielle et commerciale comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est une activité de service public. Et bien là, c'est pareil. Pourquoi est-ce que la responsabilité administrative, bon, dans certains cas, elle peut se rapprocher d'une responsabilité de droit privé? C'est parce que vraiment, pour les droits des victimes, c'est très problématique lorsque les faits générateurs sont identiques, mais qu'ils relèvent de la compétence du juge administratif ou du juge civil de protéger différemment les victimes. Dans certains cas, c'est compliqué. Mais la responsabilité administrative, elle reste fondamentalement différente de la responsabilité de droit privé, donc de la responsabilité issue du Code civil, parce que c'est l'action de l'administration qui est en jeu. C'est l'action de l'administration qui est en jeu, et donc ce n'est pas une action privée qui cause des dommages. Et comme ce n'est pas une action privée qui cause des dommages, eh bien, il y a des règles spécifiques
qui sont donc les règles de la responsabilité administrative. Voilà. Alors, dernier point de précision. Donc, vous faites bien attention. La responsabilité administrative, telle qu'elle est mise en œuvre, telle qu'elle peut être engagée devant la juridiction administrative, c'est pas une responsabilité pénale. C'est pas une responsabilité pénale. Donc, dans ce sens-là, si vous voulez, c'est une responsabilité civile. D'accord ? C'est une responsabilité civile, entre guillemets, de l'administration, à laquelle on applique des règles de droit public. D'accord ? Donc, c'est une responsabilité civile, mais on parle de responsabilité administrative parce qu'il y a des règles spécifiques. D'accord ? C'est juste pour vous dire que c'est pas une responsabilité pénale. D'accord ? C'est pas une responsabilité pénale, mais de la même manière que la responsabilité par exemple, le recours devant la CEDH, c'est un recours en responsabilité des États, mais civils. Ils ne sont pas condamnés au pénal, ils sont condamnés à verser une somme d'argent en indemnisation d'un dommage qu'ils ont causé, d'accord ? Donc, en ce sens, c'est pas pénal, d'accord ? C'est pas pénal, c'est pas une responsabilité du fait de comportements pénalement répréhensibles, d'accord ? Ça, c'est très différent. Ça, c'est une responsabilité pénale qui peut donner lieu d'ailleurs à des peines d'emprisonnement, ok ? Mais c'est pas pareil, ok ? Donc, ne confondez pas les grands systèmes de responsabilité qui sont d'une part la responsabilité civile, celle du Code civil, la responsabilité administrative, celle qu'on peut engager devant la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, et puis la responsabilité pénale qui est vraiment à part, qui vise à sanctionner, à engager la responsabilité de personnes, en fait, du fait de comportements pénalement répréhensibles et sanctionnés. Voilà. Donc, d'une certaine manière, la responsabilité administrative est une responsabilité civile, dans le sens que je viens de dire, d'accord ? Mais elle s'oppose à la responsabilité de droit privé, enfin, en tout cas, elle s'en distingue parce que elle n'est pas régie par le Code civil. C'est tout l'arrêt Blanco, c'est vraiment tout l'arrêt Blanco, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là de l'histoire du droit, le tribunal des conflits dit, non, c'est la responsabilité de l'État, donc on ne peut pas appliquer le Code civil. On ne peut pas appliquer le Code civil parce que c'est l'État. Donc le tribunal des conflits à ce moment-là fait quelque chose d'historiquement très important pour la fondation du droit administratif parce qu'il dit on ne peut pas appliquer le Code civil, donc c'est pas une responsabilité de droit privé, mais en même temps on ne peut pas laisser l'État au bout d'un moment totalement irresponsable comme ça parce que c'est trop injuste. Vous voyez, c'est trop injuste. Et l'arrêt Blanco était le cas d'une espèce d'injustice parfaite, si vous voulez, parce qu'on avait une fillette qui avait perdu une jambe, etc., etc. Voilà, donc ces précisions étant faites, le droit de la responsabilité administrative aujourd'hui est articulé autour de deux axes principaux, donc tout à fait classiques et que vous retrouverez dans tous les manuels, la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute. Donc on verra aujourd'hui, je pense, la responsabilité pour faute et puis le dernier cours portera sur la responsabilité sans faute. Alors, en réalité, vous faites bien attention, la responsabilité sans faute, ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'on peut engager la responsabilité de l'administration pour n'importe quel... si vous voulez, c'est vous subissez un dommage, bon, il n'y a pas de faute de l'administration, ça ne veut pas dire que vous pouvez engager la responsabilité de l'administration. La responsabilité sans faute de l'administration n'est pas un système de responsabilité généralisé qui permet de réparer tous les dommages que vous subissez en lien avec l'activité de l'administration. Je vous donnerai des exemples, mais vous faites bien attention de noter d'ores et déjà qu'il n'y a pas de faute, évidemment, par définition, dans les systèmes de responsabilité sans faute, mais il y a ce que Fatome appelait un élément d'anormalité, donc qui se situe soit sur le fait générateur du dommage, soit sur le préjudice lui-même et qui est un préjudice anormal. Donc je reviendrai là-dessus, mais notez que dans la responsabilité pour faute, qu'est-ce qui est anormal et qu'est-ce qui va fondamentalement justifier qu'on répare le dommage que vous avez subi ? C'est la faute. C'est la faute. Alors que dans la responsabilité sans faute, c'est pas la faute, parce qu'elle est sans faute, n'oubliez pas, faites attention. Et donc, qu'est-ce que ça va être d'autre ? Ça va être soit, en gros, un risque que l'administration prend ou fait courir à ses administrés du fait de son activité. Il n'y a pas de faute, mais comme elle fait courir un risque particulier, on va réparer les dommages. Ou alors, il n'y a pas de risque particulier, il n'y a pas de faute, mais vous avez subi un préjudice qui est parfaitement anormal.
donc dans son ampleur, dans le fait qu'il ne touche que vous, etc. Donc on reviendra sur cette définition du préjudice anormal, mais c'est ça en gros les régimes de responsabilité sans faute. Alors dans les régimes, donc section 1, dans la responsabilité pour faute. Donc il y a une erreur hein, sur le PDF, vous pouvez changer A et B en section 1 et section 2, je ne sais plus ce que j'avais fait, j'avais oublié de changer, mais peu importe, hein, bon, c'est section 1, la responsabilité pour faute, et puis section 2, la responsabilité sans faute. Donc c'est vraiment très classique, vous retrouverez ça dans les manuels, hein, vous pouvez regarder dans le Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, il y a tout il y a tout ce qu'il faut pour, si jamais le cours et la vidéo ne suffisent pas, vous avez tout ce qu'il faut pour compléter sur ces questions de responsabilité. Et bien sûr, hein, vous pouvez m'envoyer des questions par mail, j'y répondrai, éventuellement en faisant une petite vidéo à la fin pour que ça bénéficie à tout le monde. Voilà, mais il n'y a aucun souci, vous pouvez parfaitement m'écrire, je répondrai à toutes vos questions. Alors, la responsabilité pour faute, donc là, si vous voulez, bon, la responsabilité administrative, elle est différente de la responsabilité de droit privé, donc celle qui est mise en œuvre sur le fondement principalement du Code civil, mais ça reste un régime de responsabilité. Et le régime de responsabilité, il y a toujours 3 éléments, hein, si vous voulez, qui sont nécessaires. Il faut un fait générateur, donc du dommage. Ici, le fait générateur, c'est quoi? C'est une faute, puisqu'on est dans un système de responsabilité sans faute, donc c'est une faute qui est imputable à l'administration ou à un de ses agents. Donc un fait générateur, un préjudice subi, d'accord? Donc ça c'est le dommage, causé, et un lien de causalité entre ici, donc le fait générateur, la faute, et le préjudice subi, d'accord? Dans tous les systèmes de responsabilité, il faut ces 3 conditions, d'accord? Donc fait générateur, fautif ou non, hein, si c'est pas fautif, on est dans un système de responsabilité sans faute. Préjudice, hein, donc dommage, puisque on est bien d'accord, hein, une faute de l'administration peut ne causer aucun dommage. Donc il faut un dommage. Et c'est ce dommage, ce préjudice que la responsabilité va permettre de réparer, donc principalement par une somme d'argent. Dommage et lien de causalité. Lien de causalité, donc entre la faute et le préjudice subi, ou entre, dans les régimes de responsabilité sans faute, le fait générateur et le préjudice subi. Alors ici, donc, le fait générateur est une faute donc de l'administration ou l'un de ses agents. Donc paragraphe 1 tout d'abord, la question de la faute. Alors dans la question de la faute, il y a 2 points essentiels. Donc tout d'abord la preuve de la faute, et ensuite la qualification de la faute, donc c'est la question de la faute lourde ou pas. On reviendra ensuite sur la question de la faute personnelle et de service, qui est une autre question. Donc sur le fait générateur, en réalité en matière de responsabilité administrative, la question de la preuve est redoutable. Hein, c'est souvent là-dessus, si vous voulez, qu'on a du mal à prouver la faute de l'administration. Et pourquoi? Parce que par principe, la faute doit être prouvée par la victime. La faute doit être prouvée par la victime. Donc, dans certains cas, c'est difficile. Alors, dans certains cas, c'est pas difficile. Hein, si vous avez pris une balle perdue pendant une opération de police, donc c'est pas très difficile. Donc le mec vous a tiré volontairement dans la jambe, plutôt parce que là, ça serait vraiment une faute grave. Hein. Donc, l'idée, c'est que le principe, c'est que la faute doit être prouvée par la victime. Et parfois, c'est pas facile. Donc, la jurisprudence a mis en place des régimes de responsabilité pour faute, faites bien attention, des régimes de responsabilité pour faute où la faute est présumée. Ça veut dire que ça s'appelle des régimes de responsabilité pour faute présumée, et donc ça veut dire que l'administration, si elle veut se décharger de sa responsabilité, donc pour faute, hein, elle doit démontrer qu'aucune faute ne lui est imputable. D'accord? Donc faites bien attention, c'est de la responsabilité pour faute présumée, c'est pas de la responsabilité sans faute. C'est pas de la responsabilité sans faute parce que si l'administration ici montre qu'elle n'a pas commis de faute, elle est exemptée de responsabilité. D'accord? Donc la faute reste une condition, simplement sur le régime de la preuve, c'est plus favorable aux victimes. Donc un des régimes qui est un régime de responsabilité pour faute présumée, c'est celui des dommages subis donc par les usagers des ouvrages publics.
Donc typiquement, on va prendre un exemple. Bon, vous prenez un pont, vous traversez un pont, je sais pas, sur une route communale, hein, y a un pont ou une route départementale. Vous traversez un pont, le pont s'écroule. Bon, le pont s'écroule, vous êtes dans votre voiture, il s'écroule. Bon, alors on va dire que vous n'êtes pas mort. Mais enfin, je sais pas, vous avez la jambe cassée, votre voiture est complètement défoncée, etc. Vous avez subi des dommages, d'accord? Donc, vous voulez engager la responsabilité de la personne publique propriétaire du pont en question. Donc ici, ça sera vraisemblablement le département. Et ici, on est typiquement dans un cas de responsabilité donc pour faute présumée, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a priori, si le pont s'est écroulé, c'est que il était mal entretenu. Voilà. Alors ça peut être pour une autre raison. Je sais pas, il y a eu un énorme coup de vent, il y a eu un truc complètement bon. Mais a priori, s'il s'est écroulé, c'est que l'administration l'a mal entretenu. Donc a priori, on présume ici la faute, vous voyez. Et la faute, c'est quoi? C'est le défaut d'entretien normal. Donc ça, c'est un régime de responsabilité pour faute présumée. Voilà. Alors il y en a d'autres en matière de responsabilité médicale, notamment donc je sais pas, par exemple quand vous entrez à l'hôpital, vous avez je sais pas, vous avez qu'est-ce que vous pourriez avoir de pas très grave? Vous avez un début de panarie au doigt, donc un début d'une infection sur le pouce par exemple. Et puis, je sais pas, ça dégénère, ça fait une gangrène. On vous a vous a soigné et ça dégénère, ça fait une gangrène et finalement on doit vous amputer la main. Bon, on est bien d'accord. Normalement, vous aviez eu un soin minime, donc une incision du pouce pour le panari. L'infection n'était pas très grave et vous avez une conséquence absolument terrible. Bon, là, on présume la faute. On se dit que quand même dans le soin qu'on vous a fait, il y a eu un problème. D'accord? Voilà. Mais si il est démontré que le médecin n'a pas commis de faute, ce qui est tout à fait possible, hein, parce que parfois ça dégénère et c'est pas de la faute des médecins, eh bien la faute de l'hôpital sera, la responsabilité sera écartée. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est deux exemples de régime de responsabilité pour faute présumée. Et pour sinon, hein, en principe, c'est à la victime de prouver la faute. Et dans certains cas, c'est très difficile de prouver cette faute, donc les régimes de responsabilité pour faute présumée sont en réalité assez favorables aux victimes des dommages. Alors ensuite, donc grand B se pose la question de la qualification de la faute. Donc ça, c'est la question de savoir si la jurisprudence exige ou pas une faute lourde. Exige ou pas une faute lourde. Et donc au départ, c'est l'idée que la responsabilité de l'administration, donc c'est l'idée de l'arrêt Blanco, n'est ni générale ni absolue, et que non seulement il faut une faute, mais qu'il ne faut pas n'importe quelle faute, il faut une faute qui revête un certain degré de gravité pour entraîner la responsabilité publique. Donc bien sûr avec les autres conditions, lien de causalité et préjudice. Alors, au départ, il y avait donc une faute lourde qui était exigée de manière très large. Donc, c'est-à-dire que dès lors qu'on reconnaissait un régime de responsabilité pour faute, c'était un régime de responsabilité pour faute lourde, d'accord? Et puis, petit à petit, la faute lourde a été abandonnée. La faute lourde a été abandonnée. Et on parle aujourd'hui, la plupart des régimes de responsabilité pour faute aujourd'hui sont des régimes de responsabilité pour faute simple. Pour faute simple. Mais il y a donc certains domaines où l'exigence d'une faute lourde a été maintenue. Donc Pierre-Laurent Frier nous dit que cette faute lourde reste exigée dans des domaines régaliens où la vieille idée de l'irresponsabilité de l'État souverain persiste, ou plus concrètement parce que l'action administrative présente des difficultés particulières. Alors il y a des exemples récents en jurisprudence, notamment sur l'activité de surveillance et de contrôle aux frontières. Donc c'est un arrêt dont j'ai plus les références, mais peu importe. C'est un arrêt sur la fuite donc des parents qui ont attaqué l'État français
donc pour une carence pour inaction, enfin carence des services donc justement de contrôle de contrôle et de surveillance aux frontières, donc parce que leur mineur, donc leur enfant mineur a pu quitter le territoire français alors même qu'elle faisait l'objet d'un signalement, a pu quitter le territoire français donc à l'époque pour la Turquie. Et donc, bon, vraisemblablement, est morte dans les rangs de l'État islamique, enfin pour rejoindre l'État islamique, et donc, bon, n'ayant plus de nouvelles d'elle, il était au moins, enfin, bon, en tout cas, elle avait disparu, alors même en réalité qu'elle était signalée. Donc, alors j'essaie de retrouver l'arrêt. Euh, voilà. Où est-ce qu'il est? J'arrive pas à le trouver. Attendez. Donc c'est un arrêt de 2017. J'arrive, hein, c'est un peu laborieux, désolé. Voilà, donc c'est un arrêt du 26 avril 2017, monsieur et madame Aubry Dumont, AUBRYDUMONT, numéro 39 46 51. Donc dans cet arrêt, le Conseil d'État accepte d'engager la responsabilité de l'État pour faute des services de contrôle aux frontières. Mais ici, donc c'est une jeune fille mineure qui est inscrite sur le fichier des personnes recherchées. Et les fonctionnaires donc n'ont pas consulté, alors qu'elle était mineure, le fichier des personnes recherchées, donc ce qui constitue une faute lourde. Hein, ce qui constitue une faute lourde, donc c'est une négligence, hein, ici, mais constitutive d'une faute lourde. Voilà. Donc les parents obtiennent l'indemnisation d'un préjudice moral d'un montant de 15 000 euros. Donc vous voyez, 15 000 euros pour le départ en Syrie de l'enfant mineur qui est pourtant déclaré au fichier des personnes recherchées. Donc les services de police en fait ne vérifient pas le fichier des personnes recherchées, ou alors le vérifient mal, hein, alors que la personne est mineure. Donc là ici, mais typiquement, si le mineur n'est pas dans le fichier des personnes recherchées, il n'y aura pas de faute lourde, vous voyez. Donc c'est un des domaines où on maintient encore l'exigence d'une faute lourde. Donc c'est une action, je sais pas, voilà, vous voyez, on est dans le domaine régalien strict, contrôle aux frontières, et il y a encore l'exigence d'une faute lourde. Alors là où le recul de la faute lourde a été particulièrement sensible, c'est dans le domaine hospitalier. C'est dans le domaine hospitalier, et puis aussi dans celui des prisons.
hein, donc surveillance des détenus notamment. Donc, pour les actes médicaux, le Conseil d'État a abandonné l'exigence d'une faute lourde dans un arrêt éprouvé en 1992. Donc, depuis, donc c'était l'exigence de la faute lourde hein, pour engager la responsabilité des services hospitaliers, des services publics hospitaliers pour leurs activités médicales ou chirurgicales. Bon, en gros, c'est faute médicale hein, lorsque, je sais pas, vous subissez un dommage en lien avec une intervention médicale ou chirurgicale. Donc, depuis cet arrêt éprouvé, il n'y a plus d'exigence de faute lourde puisque toute faute, même en matière médicale ou chirurgicale, peut engager la responsabilité de l'hôpital. Donc, il n'y a plus besoin de démontrer qu'il s'agit d'une faute lourde. Donc, c'est protecteur hein, pour les victimes. D'accord cette jurisprudence donc, a été codifiée dans le Code de la santé publique à l'article donc 1142-1. Alors, je vais juste vérifier que c'est toujours le bon article. C'est plus le bon article, mais peu importe. Donc, en réalité, sur le déclin de la faute lourde, hein, il n'y a pas de modification. Donc, je vous retrouverai l'article, hein, je vous le donnerai peut-être tout à l'heure si j'arrive à le retrouver entre-temps. Peu importe, hein, l'idée c'est que donc, les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Donc en cas de faute, ça veut dire en cas de faute simple. Alors j'essaye de retrouver l'article. Bon, j'essaierai de vous le retrouver. J'arrive pas à le retrouver. Hop. Bon, c'est toujours dans le droit positif, mais alors où est-ce que c'est dans le... Dans le code de la santé, bon, qui, comme tous les codes, n'arrête pas d'être très fréquemment modifié. J'essaie de le trouver, de toute façon, si je le trouve pas, c'est pas très... Bah si, bah c'est L 1142. Si, je crois que c'est L sont... Oh, oui, c'est bon en fait. Non, c'est bon, c'est L1142-1 du Code de la santé publique. Donc c'est toujours cet article-là, c'est bon, même s'il a été modifié en 2009. Il n'y a pas de changement sur cette question de l'abandon de la faute lourde. Voilà, bon, je passe sur l'information du médecin, c'est pas, vous pouvez lire, mais c'est pas essentiel. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est globalement, vous pouvez lire le Pierre-Laurent Frié aussi sur cette question. Il y a pas mal d'articles en doctrine hein, sur le déclin de la faute lourde. Donc, en réalité, donc la faute lourde a très largement décliné, ce qui témoigne d'un rapprochement de la responsabilité administrative avec la responsabilité civile, enfin de droit privé. Donc elle a largement décliné, mais il y a encore un certain nombre de domaines où elle est exigée. Donc vous avez cet exemple du contrôle aux frontières où bon bah il y a eu vraiment une faute lourde puisqu'on a laissé partir une mineure donc qui était signalée sur le fichier des personnes recherchées. Voilà. Alors. Paragraphe 2 maintenant concernant donc la condition du préjudice. Alors je vais rapidement sur cette question. Hein. L'idée c'est que pour être réparable, le préjudice doit être certain. Donc cette condition est conçue de façon assez libérale par le juge puisque donc évidemment les préjudices nés et actuels sont certains.
mais aussi les préjudices futurs. Donc le préjudice futur, qui n'est pas purement éventuel, peut parfaitement être certain dans son principe. Je sais pas, par exemple, vous avez dans les années 80, il y avait toutes les questions de l'affaire du sang contaminé, donc des victimes des gens contaminés par le VIH. Et les gens contaminés donc par le VIH, dans les années 80, c'était à peu près certain qu'ils allaient mourir. Hein. Donc on peut, voilà, il y a des préjudices futurs sur lesquels on n'avait pas grand doute. Donc je sais pas, ou alors vous avez, je sais pas, enfin, mais il n'y a pas qu'une maladie, mais votre maison, voilà, a été touchée par je ne sais quel engin de l'administration. Bon, pour le moment, elle tient debout, mais il y a des diagnostics qui montrent qu'elle va s'écrouler. Bon, voilà, c'est certain qu'elle va s'écrouler, d'accord? Donc, ça peut être des préjudices futurs qui ne sont pas purement éventuels et donc qui pourront être réparés par le juge administratif. Et par ailleurs, le juge administratif répare également, donc ça c'est un alignement aussi sur la jurisprudence judiciaire, donc la perte de chance. La perte de chance suffisamment sérieuse pour être indemnisée. Donc j'y reviendrai tout à l'heure avec un exemple en droit de la responsabilité médicale. Alors, dernière condition, la condition donc relative, paragraphe 3, au lien de causalité. Alors, pour que l'administration puisse être déclarée responsable, il faut que le préjudice donc se rattache à son fait, autrement dit qu'il y ait un lien direct entre le fait générateur, donc ici la faute, et le préjudice subi. D'accord ? Donc le préjudice, le lien de causalité, c'est quoi ? C'est quoi la condition du lien de causalité ? C'est que le préjudice doit être imputable à la personne dont on recherche la responsabilité. Il ne suffit donc pas qu'il y ait un lien vaguement relâché entre l'activité de la personne et le préjudice, d'accord ? Donc entre l'activité de l'administration et le préjudice. Donc autrement dit, il faut vraiment que l'activité de l'administration ait provoqué le préjudice, donc un lien direct. Alors vous pouvez regarder dans le manuel de Pierre-Laurent Frié pour expliquer donc les théories applicables en matière de lien de causalité. Donc il y en a deux. Il y a la théorie de l'équivalence des conditions, qui est une théorie très large, donc selon laquelle tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit est considéré comme la cause du dommage. Donc Pierre-Laurent Frié prend l'exemple d'un paysan qui achète une vache malade à un vendeur. Donc la vache meurt, contamine tout le troupeau, le paysan devient dépressif, se suicide et sa femme est obligée de vendre la ferme. Bon, donc si on prend la théorie de l'équivalence des conditions, dans cet exemple-là, le vendeur donc, qui a vendu la vache malade est responsable de tout ce qui résulte, donc depuis le début jusqu'à la fin, de la vente de la vache malade. En revanche, donc, dans le cadre de la théorie de la causalité adéquate, le vendeur ne sera responsable que de ce qui a provoqué directement la vente de la vache malade. Donc ici, ce sera la contamination du troupeau et l'éventuel abattage du troupeau, pas le suicide et pas la vente ensuite de la ferme. D'accord ? Donc, en droit administratif, et la jurisprudence administrative s'inspire très largement, vous vous en doutez, de la causalité adéquate, donc d'un lien direct et plutôt très direct entre le fait générateur et le dommage réparable. D'accord ? Donc ça, c'est le principe. Pourquoi ? Là encore, parce que ça protège, l'administration. On ne répare pas tout ce qui découle d'une faute administrative, mais uniquement ce que la faute administrative a directement causé comme préjudice. Donc vous avez un exemple dans un arrêt. Alors les arrêts en responsabilité, c'est souvent atroce, mais en particulier en matière de responsabilité médicale, puisque souvent les gens sont morts. Pareil pour la responsabilité en lien avec donc dans les questions des prisons. Donc un arrêt de 2008, garde des Sceaux contre Zaoulia, dans lequel donc on voit bien la théorie de la causalité directe.
la causalité adéquate, donc c'est le lien direct de causalité. Donc dans cet arrêt, on nous dit, donc c'est un détenu qui est mort dans sa cellule parce que le matelas a pris feu. Et donc le Conseil d'État considère qu'il y a un lien de causalité direct entre les fautes commises et le préjudice invoqué par le requérant, donc qui sont probablement les ayants droit de M. Zaouia. Donc les fautes commises, c'est une faute dans la surveillance du détenu. Vous pouvez aller regarder l'arrêt, je ne sais plus exactement ce qu'ils avaient fait. Bon, ils ont laissé le mec mourir dans sa cellule sans l'ouvrir, alors même qu'il y avait le feu et que les matelas étaient particulièrement inflammables. Donc, il y a un lien de causalité directe entre la faute commise par l'administration pénitentiaire et la mort donc de Monsieur Zaouia. Monsieur Zaouia ou je sais plus, bon je regarde, peu importe, vous irez regarder l'arrêt, vous pouvez regarder quelle est la nature des fautes, et je sais plus, Monsieur Zaouia, je sais plus si c'est les ayants droit ou le détenu qui est mort, mais peu importe. Donc en réalité ici il y a un lien de causalité direct qui permet d'engager la responsabilité de l'administration. Alors il y a eu toute une jurisprudence et tout un débat jurisprudentiel sur la question de la réparation des préjudices. Réparation pour les parents et pour les enfants. Un préjudice donc lié à la naissance d'un enfant avec un handicap. Alors là, il y a eu des jurisprudences très controversées, y compris en contentieux administratif. Donc en droit privé, c'est le fameux arrêt Perruche, que vous devez connaître. Et en contentieux administratif aussi. Il y a eu des jurisprudences un peu limites, notamment sur les questions de ce lien de causalité quand même, qui ont débouché sur une intervention législative qui a créé donc un fonds d'indemnisation. Ce sera vraisemblablement ce qui va être fait aussi pour le Covid. Vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un fonds d'indemnisation des victimes du Covid, puisqu'on ne va pas arriver à savoir qui est responsable. Donc l'idée, c'est quand on crée un fonds d'indemnisation, c'est de substituer la réparation sur le terrain de la responsabilité par des mécanismes de solidarité nationale. Autrement dit, il n'y a plus dans les mécanismes de solidarité nationale, donc les fonds d'indemnisation, il y en a plusieurs pour les victimes du terrorisme, les infections nosocomiales, et puis il y a celui-là pour les enfants nés avec un handicap. Donc en gros, mais là, si vous voulez, dans les fonds d'indemnisation, on n'applique pas les conditions classiques de la responsabilité. Donc on n'applique pas la faute, le préjudice, le lien de causalité. Donc c'est beaucoup plus souple et ça permet une indemnisation beaucoup plus facile. Mais encore une fois, sur le terrain de la solidarité nationale. Donc pas sur le terrain de la responsabilité, autrement dit, d'une faute imputable à une personne déterminée. Donc c'est très différent des mécanismes de responsabilité. Alors, donc vous faites bien attention, c'est la naissance d'un enfant avec un handicap, mais le handicap, il est congénital, c'est-à-dire que l'enfant est né avec un handicap, personne n'y peut rien, c'est pas lié à une faute médicale. Donc, dans un arrêt de 1997, l'arrêt Centre hospitalier régional de Nice contre Époux Quarez, le Conseil d'État avait c'était un cas où en fait, donc je crois que c'était un enfant atteint d'une trisomie 21. Et les parents avaient demandé donc un examen avant la naissance pour détecter ce handicap et procéder éventuellement à une interruption volontaire de grossesse. Bon, il se trouve qu'en raison d'une faute médicale, l'examen prénatal a été mal fait en réalité, donc, le handicap en question n'a pas été décelé. Et donc, les parents n'ont pas pu décider d'une éventuelle interruption volontaire de grossesse. Donc, c'était bien une absence de diagnostic de trisomie 21, donc liée aux conditions dans lesquelles l'examen avait été pratiqué dans un hôpital public. Et donc, les parents étaient persuadés que leur enfant n'allait pas naître porteur de la trisomie, et donc on mener la grossesse jusqu'à son terme. Donc, le Conseil d'État considère que la faute, donc dans l'examen prénatal devant détecter la trisomie, la faute
doit être regardé comme la cause directe des préjudices entraînés pour les parents, par l'infirmité dont est atteint leur enfant. Donc là, si vous voulez, vous avez alors, c'était une réparation donc, du préjudice pour les parents, hein, et non pas pour l'enfant né avec un handicap, comme ce qu'avait fait la Cour de cassation dans l'arrêt Perruche, d'accord. Mais donc la réparation du préjudice était énorme, puisque le Conseil d'État avait considéré qu'il y avait lieu de réparer le préjudice moral et les troubles donc dans les conditions d'existence des parents, mais aussi toutes les charges particulières découlant pour les parents de l'infirmité de l'enfant. Et donc, par conséquent, l'hôpital devait verser pendant toute la durée de vie de l'enfant une rente mensuelle aux parents. Alors, si vous voulez, là, alors, en équité, si vous voulez, on peut comprendre la solution. Hein, parce que voilà, mettez-vous 2 secondes dans la peau des parents. Vous demandez explicitement un examen pour vérifier que l'enfant n'est pas atteint de la trisomie 21, ce qui est parfaitement faisable aujourd'hui. Et puis, il y a une faute médicale, on vous dit non, il n'y a pas de problème, il n'a pas la trisomie 21, et vous menez la grossesse à terme, mais il naît avec une trisomie 21. Bon, c'est parfaitement, sur le plan de l'équité, la solution du Conseil d'État n'a rien à... Enfin, on ne peut pas réellement reprocher quelque chose au Conseil d'État. Le problème, c'est quoi? C'est que imaginez bien, là, ça coûte extrêmement cher quand même à l'hôpital public. Et par ailleurs, il n'y a pas vraiment... En fait, ce qui aurait dû être indemnisé, c'est la perte de chance de mettre un terme à la grossesse, sachant que l'enfant était atteint de trisomie 21. Or là, c'est pas ça qui est indemnisé, vous voyez. Ce qui est indemnisé, c'est tous les préjudices entraînés par les parents liés au fait d'avoir un enfant trisomique. Donc, on est loin, si vous voulez, là, on est plutôt dans un arrêt qui emprunte à la théorie de l'équivalence des conditions. On est très loin d'une théorie de la causalité directe. Donc, la loi du 4 mars 2002, alors, fait donc obstacle à cette jurisprudence Epou-Quarès, parce que concrètement, cette jurisprudence Epou-Quarès, elle aurait pu conduire à ce que dans plus aucun hôpital public on ne fasse les tests, les diagnostics prénatals de la trisomie 21. Puisque chaque fois que vous faites une faute et que vous diagnostiquez mal, si l'enfant naît avec la trisomie, l'hôpital va verser une rente mensuelle aux parents en question. C'était une catastrophe sur le plan de la pratique médicale. Donc, la loi du 4 mars 2002, elle fait obstacle à cette jurisprudence Epou-Quarès, mais elle prévoit en réalité que si ce type de faute médicale se produit, il y a une compensation qui relèvera de la solidarité nationale. Voilà. Donc vous voyez, on bascule d'un mécanisme de responsabilité qui était quand même très limité avec les grands concepts de la responsabilité, ici avec le lien de causalité, on bascule vers un mécanisme de solidarité nationale, donc on ne vérifie pas le lien de causalité direct, etc., etc. D'accord? Donc c'est beaucoup plus souple et à la fois c'est beaucoup mieux, alors pas forcément pour les finances publiques, mais enfin mieux parce que c'est pas l'hôpital même qui va supporter la charge, c'est tout le monde par l'impôt, hein, concrètement. D'autre part, mieux pour les pratiques médicales puisqu'il n'y a pas de... Enfin, les hôpitaux n'hésiteront pas à faire ce type de diagnostic avant la naissance. Et ensuite, sur le plan de l'équité, ça reste bien puisque les préjudices sont quand même compensés au titre de la solidarité nationale. Voilà. Et dans cette loi donc, du 4 mars 2002, le législateur a exclut toute indemnisation du simple fait de la naissance, hein, puisque dans l'arrêt, bon ça le Conseil d'État l'avait pas reconnu, mais dans l'arrêt Perruche, la Cour de cassation avait reconnu que le fait pour un enfant de naître handicapé, donc handicap encore une fois congénital, pouvait donner lieu à une indemnisation. Donc là, le législateur a dit qu'il n'y avait jamais aucun préjudice du simple fait de la naissance qui pouvait être reconnu. En revanche, si vous naissez avec un handicap qui est lié à une faute médicale, je ne sais pas, au moment de l'accouchement ou avant, là, il y a une indemnisation possible, hein, pas de problème. Voilà. Mais si le handicap est congénital, il n'y a pas d'indemnisation du simple fait de la naissance. Voilà, c'est ce qu'a dit la loi de 2002, donc autrement appelée loi anti-Perruche, puisqu'elle venait mettre un terme à cette jurisprudence de la Cour de cassation.
relativement problématique quand même sur le plan philosophique et éthique. Hein. Reconnaître un préjudice du simple fait de la naissance, c'était quand même ouvrir la porte à l'engagement de la responsabilité d'une manière assez curieuse hein, sur le plan philosophique et éthique. Voilà, donc en réalité, donc il faut, et en principe, toujours que ces trois conditions soient réunies, donc une faute, lourde ou enfin simple par principe ou lourde dans certains cas, un lien de causalité directe et un préjudice, donc moral, matériel, certain, ce qui peut couvrir des préjudices donc nés et actuels, mais aussi des préjudices futurs et la perte de chance, d'accord ? Donc, le fait générateur, la faute, peut être une action positive, donc une faute médicale, vous faites un mauvais geste, vous faites un mauvais examen, etc., ou une carence, hein, une inaction, donc c'est ce qu'on a vu avec l'exemple du contrôle aux frontières, inaction des agents, donc qui ne vérifient pas le fichier des personnes recherchées et qui laissent partir l'enfant mineur en Turquie. Donc, action ou inaction des personnes physiques. Et donc, si jamais il y a donc ces trois éléments sont retenus, l'engagement de l'administration, donc de la responsabilité de l'administration pourra être, sera reconnu devant le juge. Donc, vous obtiendrez une somme d'argent, souvent quand même pas très élevée, hein, en réparation des préjudices causés par l'inaction ou l'inaction de l'administration. Alors, et ce sera la dernière question qu'on verra aujourd'hui, en réalité, donc on est bien d'accord, l'administration, elle a des agents, hein, comme moi par exemple, qui suis fonctionnaire. Donc moi, en réalité, je peux, en tant qu'agent, personne physique, je peux commettre des fautes dans l'exercice de mes fonctions, qui sont donc des fautes qui peuvent être de deux sortes, qui sont des fautes personnelles ou des fautes de service. Bon. Initialement, on se servait, le juge, si vous voulez, se servait de la distinction faute personnelle et faute de service. Donc, en gros, si vous faites une faute de service, la victime peut donc engager la responsabilité de l'administration de laquelle vous dépendez, d'accord ? Et donc, le grand avantage, c'est que si vous faites une faute si l'agent fait une faute de service, bah, en mettant en œuvre la responsabilité de l'administration dont l'agent dépend, évidemment, il n'y a pas de problème de solvabilité, hein, parce que l'administration est par définition solvable, d'accord ? Elle a plus d'argent que l'agent en particulier les fonctionnaires qui sont quand même pas très bien lotis. Mais bon, donc c'est ça l'idée de la faute de service. En revanche, si la faute est personnelle, normalement, bah, c'est une faute personnelle. Donc la définition de la faute personnelle, c'est sans lien avec le service. Donc c'est vraiment une faute où vous êtes certes dans le cadre du service, mais vous faites n'importe quoi, un truc que vous n'auriez pas du tout dû faire. Bah là, il faudra engager la responsabilité de l'agent, mais au titre de sa faute personnelle, donc devant les juridictions judiciaires, avec les mécanismes de responsabilité pour faute, mécanismes du droit privé, d'accord ? Et le problème de ça, c'est quoi ? Bah, c'est que l'agent, il risque de ne pas être solvable. Donc, la jurisprudence, si vous voulez, du juge administratif, l'idée, le mouvement, ça a été, pour savoir finalement à qui on pouvait demander la réparation des préjudices causés par une faute, ça a été de dire de plus en plus que même quand la faute était personnelle, on pouvait engager la responsabilité de l'administration parce que c'était favorable aux victimes. Mais faites attention, donc on engage, la victime peut engager la responsabilité de l'administration, y compris lorsqu'il y a une faute personnelle, on va voir dans quelles conditions, et ensuite, l'administration se retournera contre son agent pour récupérer ce qu'elle a payé, d'accord ? Donc, en définitive, c'est l'agent qui va payer quand il y aura une faute personnelle, mais la victime, elle pourra obtenir réparation plus facilement en attaquant l'administration, parce que l'administration est plus solvable. Voilà. Donc, c'est ça l'enjeu de la qualification des fautes personnelles ou de service. Donc, vous faites attention, en réalité,
pour savoir si on peut engager la responsabilité pour faute de l'administration. On s'en fout de savoir s'il y a une faute personnelle ou de service au départ. La question de savoir s'il y a une faute personnelle ou de service, c'est pour savoir à qui on peut demander réparation de la faute. Donc vous faites attention, c'est pas une condition d'engagement de la responsabilité de l'administration. Enfin, sur la qualification de la faute, ce qui est important, c'est de savoir si c'est une faute simple ou une faute lourde, selon les régimes de responsabilité pour faute. Et ensuite, pour savoir à qui véritablement on peut demander la réparation de la faute, donc soit à l'agent, soit à l'administration. Donc si c'est à l'agent, ce sera une responsabilité civile, donc de droit privé, et si c'est à l'administration, ce sera la responsabilité administrative. Bon, sachant encore une fois que c'est plus avantageux de poursuivre l'administration parce qu'elle est davantage solvable que l'agent. Donc l'origine de cette distinction, donc faites bien la différence entre les enjeux attachés à la qualification de faute simple et faute lourde et ceux attachés à la qualification de faute personnelle et faute de service. C'est pas les mêmes enjeux sur le plan contentieux, d'accord? Faute lourde, faute simple, c'est est-ce qu'on peut engager la responsabilité de l'administration pour faute? Et dans ce cas, est-ce qu'il faut une faute simple ou une faute lourde? Et là, c'est est-ce que on peut poursuivre l'administration pour cette faute? Donc, si c'est une faute de service, bien évidemment, et si c'est une faute personnelle, bah oui, avec quand même maintenant quelques exceptions, alors qu'au départ, si c'était une faute personnelle, c'était non. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère. Alors, l'origine de la distinction entre faute personnelle et faute de service, c'est un arrêt du tribunal des conflits de 1873, l'arrêt Pelletier. Donc, en réalité, donc à l'époque, c'est à l'époque, donc juste avant la Troisième République, donc la Constitution de l'an 8 prévoit une garantie des fonctionnaires, selon laquelle un particulier ne pouvait poursuivre un fonctionnaire devant les tribunaux judiciaires qu'avec l'autorisation du Conseil d'État, qui n'était accordée que très exceptionnellement. Donc l'idée, c'était quoi ici? C'était que, comme d'habitude, n'oubliez pas, donc la Constitution de l'an 8, elle est antérieure à l'émergence du juge administratif. L'idée, c'est toujours la même, c'est éviter que les juges judiciaires viennent fourrer leur nez dans le fonctionnement de l'administration. Le problème, c'est quoi? C'est que les particuliers étaient en réalité privés de toute réparation. Il y a une erreur dans le PDF, vous pouvez rajouter un E, de toute réparation, puisque l'irresponsabilité était donc le principe. Alors en 1870, un décret a abrogé cet article 75, donc qui prévoyait la garantie des fonctionnaires, et abrogé aussi toutes les autres dispositions qui avaient donc pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on avait une garantie des fonctionnaires, ce qui faisait que si vous subissiez un dommage du fait de l'activité d'un fonctionnaire, il n'y avait pas de responsabilité, super, même si la faute était personnelle, génial. Et puis on passe ensuite à un système où il n'y avait plus aucune garantie, et donc tous les fonctionnaires pouvaient être poursuivis devant les tribunaux judiciaires avec les systèmes de responsabilité de droit civil. Alors vous voyez là ici, on était passé du rien, irresponsabilité totale des fonctionnaires, au tout, une espèce de responsabilité de droit commun devant les tribunaux ordinaires. Donc en 1873, le tribunal des conflits va donner à ce décret une interprétation restrictive et a fait la distinction entre les fautes personnelles et les fautes de service pour protéger les fonctionnaires. Et pour protéger aussi, bien évidemment, l'État, puisque ça permettait que l'activité des fonctionnaires ne soit pas systématiquement menacée d'un recours éventuel en responsabilité. Donc, distinction entre faute personnelle et faute de service. Les fautes personnelles, donc, ce sont les fautes qui sont qualifiées de détachables, puisqu'elles doivent se détacher en réalité suffisamment du service pour que le juge judiciaire puisse se prononcer comme dans un cadre classique de responsabilité civile. Donc l'idée, c'est que c'est suffisamment détachable du service pour que le juge judiciaire puisse se prononcer sans appréciation sur le fonctionnement même de l'administration, donc du service. D'accord ? Ces fautes personnelles, elles engagent l'agent sur son patrimoine personnel,
avec application donc du code civil. D'accord? Donc c'est de la responsabilité de droit privé classique. Donc vous voyez l'enjeu, hein, c'est quand même assez important parce que là c'est pour votre pomme, à vous en tant que finalement personne privée. Comme c'est détachable du service, bah, vous ne serez à la limite même plus considéré comme un agent. Alors en principe, toute faute commise en dehors du service est personnelle, on est d'accord? Je ne sais pas si moi je commets une faute quand je suis pas à l'université, on est bien d'accord, c'est une faute personnelle. A priori, c'est pas une faute de service, je suis pas dans mon bureau, je suis pas dans un amphi, etc. D'accord? Alors, donc, en dehors du service, c'est personnel. Et pendant le service, donc la faute peut être personnelle si elle est d'une exceptionnelle gravité et intentionnelle. Donc il y a des exemples, hein, pareil, tristement célèbres. Donc ce sont les fautes inexcusables, comme par exemple la faute donc commise par un officier qui organise un exercice de tir à balles réelles et qui expose donc à la mort les soldats présents alors qu'il n'y avait aucune nécessité. Donc ici, c'est l'arrêt Moine de 1999, organisation d'un exercice de tir à balles réelles absolument pas justifié. Donc vous voyez ici, c'est pendant le service, mais c'est une faute personnelle. Voilà. Donc sont mises à la charge du requérant toutes les conséquences dommageables qui en ont résulté. Donc c'est lui qui va réparer tout avec son argent à lui. Et puis on a également donc l'arrêt Papon de 2002, qui est un arrêt donc c'est sur Papon et sur ses agissements pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, avec donc de grands quand même collaborateurs, on va dire. Donc c'est un arrêt qui est hyper intéressant parce qu'il y a tout dedans quasiment comme responsabilité. Et donc si vous voulez, la faute de Papon, donc notamment le fait de dénoncer, d'envoyer les Juifs en camp de concentration, hein, donc ne s'explique selon le Conseil d'État pas par la seule pression exercée par l'occupant allemand et revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable et constitue par là même une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions. Voilà. Et donc, c'est une faute qui est commise dans le cadre du service, puisqu'il était alors, je crois, préfet hein, de police, mais ça reste une faute personnelle parce qu'elle est inexcusable. Vous voyez? Donc, par principe, une faute personnelle, c'est une faute commise en dehors du service, mais pendant le service, vous pouvez commettre des fautes personnelles quand, en gros, vous faites n'importe quoi. Quand, en gros, vous faites un truc qui est quasiment sans aucun lien avec ce que vous auriez dû faire normalement si vous aviez exercé vos fonctions. D'accord? Alors, les fautes de service. Donc, si vous faites une faute personnelle, c'est votre responsabilité à vous en tant que personne privée qui est engagée. Vous ne pouvez pas en fait aller chercher la responsabilité. Vous réfugier derrière l'État, derrière l'administration pour vous protéger sur le terrain de la responsabilité. Donc c'est pour votre pomme en quelque sorte, si j'ose dire. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les victimes parce qu'un fonctionnaire, encore une fois, est beaucoup moins solvable que l'État. Alors les fautes de service, donc ce sont celles qui ne peuvent être détachées de l'exercice des fonctions de l'agent qui les commet. Donc si la faute de service est le fait d'un agent, elle va révéler d'une certaine manière le fonctionnement défectueux du service auquel il appartient. Donc normalement la faute de service, elle engage la responsabilité de l'administration. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas identifier l'agent qui a commis la faute, ça veut juste dire que en fait vous faites une faute de service et c'est en lien avec le fonctionnement défectueux du service public ou du service en question. Alors, cette faute de service, elle peut être collective aussi, c'est ce qu'a reconnu le Conseil d'État dans l'arrêt Papon. Donc, il a rappelé donc, tous les actes qui ont précédé et rendu possible les arrestations et déportations de personnes juives, donc service des questions juives, recensement des personnes de race juive, création de camps d'internement spéciaux. Et le commissaire du gouvernement donc, a souligné qu'il y a bien eu pendant la Seconde Guerre mondiale, entre le mois de juin 40 et le mois d'août 44, non pas seulement une collection de fautes personnelles imputables à des personnes précisément identifiées, notamment Papon, mais également une faute collective des différents services administratifs qui ont participé à cette politique. Donc, il y a une responsabilité de l'État aussi reconnue dans l'arrêt Papon, pas seulement la responsabilité personnelle de Papon. Voilà. C'est un arrêt très intéressant parce qu'il reconnaît les deux types de fautes. Une faute personnelle commise pendant le service et une faute de service collective
ce qui est quand même assez intéressant. Bien, alors, cette distinction en réalité entre faute personnelle et faute de service, elle présente des inconvénients, notamment quand la faute personnelle a été commise pendant le service. Parce que, en général, elle est quand même commise au moyen du service, donc on ne comprend pas bien pourquoi on ne peut pas se retourner contre l'État. Et les fonctionnaires sont aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus insolvables, ou du moins des risques d'insolvabilité plus importants que l'État. Donc c'est dans l'intérêt des victimes des préjudices qui sont liés à l'activité de l'administration, de pouvoir mettre en cause la responsabilité de la collectivité publique, même lorsque la faute ou l'une des fautes revêt le caractère d'une faute personnelle. On est d'accord, parce que l'administration sera plus facilement solvable. Donc l'idée, et c'est ce qu'a fait la jurisprudence au fur et à mesure des années, c'est d'engager la responsabilité administrative, même lorsqu'il y a une faute personnelle. Voilà. Et ensuite, l'administration pourra se retourner contre son agent pour obtenir la somme d'argent qu'elle a versée, d'accord ? Mais l'idée, c'est de protéger les victimes ici. Donc de permettre aux victimes d'engager la responsabilité de l'administration, y compris lorsque il y a une faute personnelle. Alors, plusieurs hypothèses. Donc d'abord, quand il y a un cumul de fautes personnelles et de fautes de service. Donc ça, c'est un arrêt Anguet de 1911 du Conseil d'État. Donc ici, on avait une victime qui a subi un préjudice causé à la fois par une faute de service et par une faute personnelle. Donc ici, vous voyez, vous avez un préjudice, vous n'allez pas dire à la victime, bon bah pour la partie de votre préjudice imputable à la faute de service, vous allez devant les juridictions administratives, et pour la partie de votre préjudice imputable à une faute personnelle, vous allez devant les juridictions judiciaires, vous attaquez les agents. Bon, bloc de compétences en réalité, la victime, en cas de cumul de fautes qui ont donc causé le préjudice, peut demander réparation de la totalité de son préjudice à l'administration, donc devant le juge administratif, en raison du cumul de fautes. Donc dans l'arrêt Anguet, c'était un particulier qui était rentré dans un bureau de poste pour aller encaisser un mandat. Et il a voulu sortir par la porte destinée au passage du public qui était fermé, ce qui n'était pas normal, donc là il y a une faute de service. Sur les indications d'un employé, il traverse les locaux du personnel pour sortir, et deux employés le poussent dehors et il se casse la jambe. Donc en fait, ici, vous voyez, on a une cause directe qui est la faute personnelle des agents, mais qui n'aurait pas été rendue possible si la porte avait été ouverte. Donc on a une faute de service qui suffit à permettre l'engagement de la responsabilité donc de l'administration. D'accord ? Et ensuite, l'administration a pu se retourner contre les deux agents qui ont poussé le mec là pour obtenir réparation de ce qu'elle avait elle-même d'abord dans un premier temps réparé. Donc ici, deux faits distincts qui constituent deux fautes différentes, d'accord ? Mais l'idée, c'est que c'est la faute de service qui a rendu possible la faute personnelle, d'accord ? Donc là, on peut demander à l'administration de réparer intégralement le préjudice. Voilà, donc quand il y a une coexistence de fautes, le Conseil d'État admet largement les actions en responsabilité contre la personne publique. Voilà. Et parfois, la faute de service en sera assez quand même légère, même si la faute personnelle est très grave. Donc, vous voyez, c'est c'est favorable aux victimes. C'est favorable aux victimes parce que on peut aller d'abord chercher la responsabilité de l'administration pour tout le dommage, même s'il y a deux fautes distinctes, une personnelle et une de service à l'origine. Alors ensuite, lorsqu'il n'y a qu'une seule faute personnelle de l'agent, commise dans le service ou en dehors du service, le Conseil d'État donc admet un cumul de responsabilités. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce cas-là, la victime a le choix et qu'elle peut... Donc là, on a une faute personnelle. Il n'y a pas de faute de service, il n'y a pas de cumul. Donc commise dans le service ou en dehors du service. Et la victime a le choix, donc pour demander la réparation du préjudice, donc d'aller soit devant le juge judiciaire, soit devant le juge administratif et d'engager la responsabilité de la collectivité publique. D'accord ? Donc elle peut faire les deux, mais il y aura un non-cumul des indemnités. Alors,
Ici, là encore, c'est favorable aux victimes parce que pour des questions de solvabilité des fonctionnaires. Donc, jusqu'en 1949, le juge administratif exigeait, pour pouvoir quand même engager la responsabilité de l'administration en cas de faute personnelle, que la faute personnelle soit commise dans le service ou à l'occasion du service. D'accord ? Dans le service ou à l'occasion du service. Mais lorsque la faute était commise en dehors du service, le Conseil d'État considérait qu'on ne pouvait pas engager la responsabilité de l'administration. Il l'a fait, donc troisième cas, dans l'arrêt donc Mimer de 1949, puisqu'il a reconnu la responsabilité pour une faute personnelle commise en dehors du service. Donc vous voyez, là, ça va vraiment chercher très loin. Donc là, c'est un accident causé par des automobiles de l'administration qui sont utilisés par leurs conducteurs en dehors de leur affectation normale. Donc là, c'est un agent de l'administration qui a fait un détour et qui va faire je sais pas quoi, et puis quand il a son véhicule et il cause un dommage. Donc il n'y avait pas de faute de service, et la faute n'avait pas été commise à l'occasion ou dans le service, puisqu'il n'était pas sur son itinéraire normal. Donc normalement, c'était une faute personnelle en dehors, enfin commise en dehors du service, et si on avait appliqué la jurisprudence antérieure, le Conseil d'État aurait dû rejeter la demande. Alors, pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce que, selon le commissaire du gouvernement, cette solution jurisprudentielle antérieure heurtait gravement l'équité. Et donc, le Conseil d'État considère que l'accident litigieux ne peut être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service. Pourquoi ? Parce qu'il est causé par un véhicule qui est un véhicule, entre guillemets, de service. D'accord ? Donc, il faut juste, si vous voulez, pour engager la responsabilité de l'administration, et donc pas celle du fonctionnaire, la faute personnelle peut être commise en dehors du service, dès lors qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Voilà. Donc, par exemple, alors pour les accidents de véhicules, on a une loi du 31 décembre 1957 finalement, qui a fait un régime unifié de responsabilité pour tous les accidents causés par des véhicules. Ça fait partie des raisons de l'unification, enfin du rapprochement de la responsabilité administrative avec la responsabilité de droit civil. Vous pouvez aller regarder la loi, elle n'est pas très longue. Mais il y a des exemples avec des fautes donc personnelles commises donc par des policiers, des militaires ou des douaniers armés en dehors du service. Donc non dépourvu de tout lien avec le service, puisque commise avec une arme de service, vous voyez. Donc on a un exemple, là encore, pas très sympa, de 1973, un arrêt Sadoudi, où on a un gardien de la paix qui est tué par un de ses collègues, qui a maladroitement manipulé dans leur chambre commune son pistolet de service. Donc là, évidemment, c'est une faute personnelle, en dehors du service, parce qu'ils sont dans leur chambre en train de dormir, probablement, ou voilà. Mais elle ne peut être regardée comme dépourvue de tout lien avec le service, parce que, il y avait donc une obligation de conserver leur pistolet à domicile pour les pistolets, de conserver les pistolets à domicile pour les policiers, donc non dépourvu de tout lien avec le service, puis c'est une arme de service. D'accord ? Alors, en revanche, quand il y a une volonté de nuire, donc par exemple, vous êtes servi de votre arme de service pour tuer votre femme, bon, c'est pas une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Ici, c'est complètement dépourvu de tout lien avec le service, responsabilité, et ici, en plus, condamnation probablement pénale, pas d'engagement de la responsabilité de l'administration du fait que vous avez tué votre femme avec votre arme de service. D'accord ? Donc c'est une faute personnelle commise en dehors du service, mais il faut quand même un lien, bon même ténu parfois, mais quand même avec le service. S'il n'y a aucun lien, notamment l'exemple que je vous ai donné du meurtre avec une arme de service volontaire, il n'y a pas de possibilité d'engager la responsabilité de l'administration. Alors, on voit bien que cette jurisprudence, et j'en terminerai par là aujourd'hui, elle est protectrice des victimes. Elle est protectrice des victimes, pourquoi ? Parce que
la responsabilité de l'administration donc pour faute de ses agents peut être engagée donc lorsqu'il y a une faute de service de ceux-ci, bon, ça paraît assez justifié, aussi quand il y a une faute personnelle cumulée avec une faute de service, quand il y a une faute personnelle commise dans le service ou à l'occasion du service, et même en cas de faute personnelle commise en dehors du service, mais non dépourvue de tout lien avec le service. Donc, toutes ces jurisprudences, elles sont favorables aux victimes parce qu'elles offrent une possibilité pour les victimes, lorsqu'il y a faute personnelle et faute de service ou faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, donc une possibilité de choisir en fait entre attaquer l'agent devant les juridictions civiles et attaquer l'administration donc devant les juridictions administratives. Donc c'est un choix qui est laissé aux requérants qui sont victimes de faits dommageables commis dans l'exercice des activités administratives ou avec les moyens de l'administration et qui leur est favorable. Alors, si vous êtes bien conseillé globalement, vous choisissez d'attaquer l'administration parce que vous savez qu'elle sera davantage solvable que le fonctionnaire. Mais on est bien d'accord que là, le choix se portera très vraisemblablement le plus souvent sur l'engagement de la responsabilité de l'administration, y compris pour des fautes personnelles. Donc, ça pourrait conduire à une irresponsabilité des fonctionnaires, puisque les requérants, encore une fois, seront tentés de se retourner toujours vers l'administration. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a des actions qu'on appelle des actions récursoires qui permettent donc à l'administration de se retourner contre son agent et inversement à l'agent de se retourner contre l'administration quand les victimes se sont attaquées entre guillemets uniquement à l'agent. Donc deux types d'actions récursoires. La plus fréquente, c'est celle-là. C'est la première, c'est l'action récursoire de l'administration contre son agent. Donc, lorsque l'administration a indemnisé la victime de l'intégralité du préjudice, elle peut se retourner ensuite contre l'agent qui a commis une faute personnelle, d'accord. Donc depuis l'arrêt de 1951, Laruelle, donc pour récupérer la charge indemnitaire qu'elle a payée, d'accord, si l'agent a commis donc une faute personnelle, donc soit il y avait un cumul de fautes, soit il y avait une faute personnelle commise dans le service ou à l'occasion du service, soit en dehors du service, mais non dépourvue de tout lien avec le service. Et puis, donc, deuxième possibilité d'action récursoire de l'agent contre l'administration, mais là, c'est plus rare pour les raisons qu'on a déjà évoquées, solvabilité meilleure de l'administration. Donc là, c'est lorsque l'agent a indemnisé la victime de l'intégralité du préjudice, il peut se retourner contre l'administration pour récupérer tout ou partie de l'indemnité, lorsque il y a une faute de service aussi qui est à l'origine du préjudice. Donc c'est un arrêt Delville de 1951 qui reconnaît la possibilité de cette action récursoire et elle est appliquée dans l'arrêt Papon de 2002. Voilà, donc en définitive, la charge indemnitaire peut revenir à l'agent lorsque l'administration a tout réparé, pour faciliter la réparation pour les victimes. Donc, j'en ai terminé avec la question de la responsabilité pour faute. Donc, au-delà, donc vous faites bien attention, dans cette responsabilité pour faute, il y a toujours une faute de l'administration, même si elle est présumée, mais il y a toujours une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute ou un préjudice et le préjudice. Donc, au-delà des cas de responsabilité pour faute, qui sont aujourd'hui encore très nombreux, il y a des hypothèses de responsabilité sans faute de l'administration. Et cette responsabilité sans faute, elle a gagné du terrain tout au long, finalement, de l'histoire du contentieux administratif de la responsabilité. Donc, section 2, la responsabilité sans faute, et on verra ça donc la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la responsabilité pour faute, et regardez bien les arrêts et essayez, donc plusieurs arrêts qui ont été évoqués, et essayez de bien identifier dans chaque arrêt la faute, le lien de causalité et le préjudice qu'il est question de réparer. Voilà.
Donc c'est pour vous entraîner, pour bien faire de l'exercice entre guillemets intellectuel en matière de responsabilité, qui est un contentieux très particulier avec ces trois conditions. Et n'oubliez pas que quand les conditions sont un peu malmenées, ce qui était le cas dans l'arrêt Époux-Quarès, en général, le législateur intervient pour créer des fonds d'indemnisation qui permettent d'indemniser des dommages sans que les trois conditions des mécanismes classiques de responsabilité soient nécessairement remplies. Voilà. Donc on terminera le cours la semaine prochaine avec la question de la responsabilité sans faute. Voilà. D'ici là, bonne semaine. Alors aux dernières informations, il est question que la fac réouvre éventuellement le 4 mai. Donc de toute façon, vous aurez vos partiels du second semestre très vraisemblablement en présentiel sans difficulté. La question des rattrapages s'organise aussi. Bon, vrai, pour le moment, rien n'est fixé, mais bon, moi, j'essaierai que vous puissiez avoir tous vos rattrapages semestre 1 et 2 avant les vacances, pour des raisons très simples d'organisation, en fait. Voilà, donc vraiment restez sérieux dans votre travail parce que si la fac réouvre début mai, vous aurez vos partiels très vraisemblablement à partir de ce moment-là, donc peut-être un petit peu en décalé, mais à partir de la mi-mai, pas après. Donc faites attention, ne vous déconcentrez pas sur votre travail, restez sérieux et travaillez régulièrement pour être prêt pour les partiels. Bon, alors certes, mi-mai, c'est dans 1 mois et demi, mais bon, quand même. Hein, donc ne vous déconcentrez pas, c'est hyper important pour votre diplôme cette année. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur la responsabilité, n'hésitez pas à me les poser. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai par mail. Et si jamais il y a plusieurs questions qui reviennent, je ferai une petite vidéo de fin de cours sur le thème questions-réponses, donc comme on avait fait à la fin du premier semestre. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Pour le moment, j'en ai reçu aucune, c'est pas grave, mais voilà, n'hésitez pas, je suis disponible et je ferai une petite vidéo de réponse à vos questions pour terminer le semestre et l'année. Voilà. Donc il reste un enregistrement vidéo sur la responsabilité sans faute. On en aura terminé avec le cours et puis ensuite donc éventuellement un petit enregistrement questions-réponses pour terminer le semestre. Voilà, donc bonne semaine, bon courage à vous, essayez de rester concentrés et de continuer à travailler parce que les partiels auront lieu en présentiel pour le semestre 2. Voilà, à la fin vraisemblablement mi-mai. Voilà, à la semaine prochaine.